Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Éric Lépine, qui est auteur, conférencier, avec qui nous allons aborder de simplement différent à aide humanitaire. Pourquoi simplement différent? Puisqu'Éric, lorsque son fils était jeune, a eu un diagnostic de Asperger, en fait, au niveau de l'autisme, à ce moment-là, les diagnostics ont changé, mais on n'élabore pas dans la profondeur des types de diagnostics. Mais c'est à ce moment-là que Eric a pu enfin comprendre une partie de lui qui, lui aussi, est Asperger. Donc, il va nous partager, on va parler un peu au niveau des troubles du spectre de l'autisme de manière générale, mais Eric va nous partager aussi de son vécu à lui dans sa vie personnelle et à quel point Eric a pu se servir de cette différence qu'il a comme une grande force, puisqu'il a parti sa propre entreprise simplement différent, qui à la base était pour aider d'autres personnes qui vivent avec le spectre de l'autisme ou les proches. Et maintenant, aujourd'hui, Eric offre de l'aide humanitaire. Je vous souhaite une très bonne écoute et de belles découvertes de ce magnifique humain, Éric Lépine. Bonjour Éric et un grand merci d'avoir accepté en fait d'être présent sur le podcast. Salut, salut. J'avais vraiment hâte qu'on vive ce moment-là. Toi, premièrement, tu es un habitué du podcast puisque tu as ton propre podcast, mais le sujet que tu voulais aborder aujourd'hui, c'est de simplement différent. En fait, c'est c'est deux entreprises, je pourrais dire. Tu as passé de simplement différent à aide humanitaire, mais j'aimerais qu'on commence par le début du début. D'où part simplement différent? Simplement différent, ça part ça part du début que j'avais, en 2017, j'avais un travail régulier qui était relié au monde industriel. Puis j'étais tanné du capitalisme, que tout soit relié à l'argent, aux résultats, à la performance. Ça me grugeait totalement. Puis à un moment donné, j'ai pris un virage à 180 pour dire: «OK, je vais croire en moi, je vais me servir de qui je suis pour propulser quelque chose qui va aider les autres à se propulser eux-mêmes». Mhm. Ça fait que je suis parti du fait que mon fils, Alexis, qui a 26 ans aujourd'hui, a été diagnostiqué à l'âge de 5 ans, TDAH, syndrome Gilles-Latourette, syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme, OK? Puis, j'ai regardé mon rôle de papa monoparental pendant toutes ces années-là, puis où est-ce que j'avais amené mon fils, pratiquement tout seul, parce que les services n'étaient pas faciles à avoir. Le Il pédopsychiatre devait dans en ce avoir temps-là, peu dans ce temps-là. Là, on recule il y a 20 ans. ouais, ouais, il y avait l'aide du CRDI, le Mhm. CLSC, c'était corsé. Ma meilleure ressource, c'était le pédopsychiatre, puis je le voyais 2 fois par an. Mhm. Ça fait que j'ai créé quelque chose pour amener mon fils à quelque part, puis ça Mhm. a bien fonctionné. J'ai décidé de propulser ça sur le web. Mhm. Puis en 2017, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on va mettre une vidéo sur TikTok, puis elle va se ramasser à 50 000 vues comme ça. Mhm. Mais en 2017, c'était pas le cas. Puis moi, je travaillais fort. Puis la première année, j'avais eu 1,5 million de personnes atteintes, juste Wow. sur Facebook. C'est extraordinaire. Mais juste avant qu'on continue, Eric, là, c'est magnifique. Puis je sais que tu as eu un impact dès le départ, mais juste pour ceux qui ne savent pas ce qu'est simplement différent, qui est ta première entreprise, c'est spécifiquement ce que tu peux élaborer davantage. C'est spécifiquement pour les gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou c'est plus général? Je te Ben, laisse expliquer. au départ, mes intentions, c'était ça. C'était d'aider les parents qui vivaient avec des enfants autistes
Mhm. Après ça, aider les personnes autistes elles-mêmes, que ce soit des ados, des enfants, des adultes. Après ça, les éducateurs, les spécialistes. Mais ce mot-là, je montre mon livre, le mot simplement différent, il est venu chercher la petite madame qui portait un handicap. Il est venu Mhm. chercher le gars qui avait une orientation sexuelle différente de la plupart des gens. Mhm. Puis c'est devenu immense. Mhm. Donc, oui, j'ai fait des coachings, des formations, des conférences sur l'autisme, mais à un moment donné, il y a un de mes mentors qui me dit: «Éric, garde ça comme ta niche principale et va chercher ce que tu peux autour pour englober tout ça». Mhm. Et c'est là que j'ai commencé à faire des retraites en développement personnel, qui a Mhm. amené à septembre cette année, la 27e déjà au Québec. Mhm. C'est ce qui a amené que j'ai écrit 2 livres. C'est ce qui a amené que j'ai fait, tu parlais de mon podcast tantôt, 45 épisodes suivis dans 54 pays. Puis aujourd'hui, je suis rendu vers l'aide humanitaire, puis on parlera tantôt. Puis avant, c'est extraordinaire tout ce que tu nommes, Éric. Et avant qu'on élabore davantage, est-ce que tu peux nommer ce que toi, tu as de différent? Parce que tu as nommé ton titre de ton entreprise Simplement différent Hmm? et c'est le titre de ton livre aussi. Oui. Est-ce que tu peux parler davantage de toi? Est-ce qu'on peut aller là? En fait, moi, je porte l'autisme Asperger, je porte le syndrome Gilles de la Tourette aussi. Le syndrome Gilles de la Tourette, c'est des tics nerveux qui vont sortir dans des situations anxiogènes. OK? Ça, c'est correct. L'Asperger, typiquement, puis là, il y en a peut-être qui vont écouter ça puis qui vont être choqués parce que maintenant, on parle de TSA, du trouble du spectre de Mhm. l'autisme. Les gens disent: «Ah, l'Asperger, ça n'existe plus». Mais pour moi, la définition de l'Asperger me convient, c'est moi. Mhm. On parle de difficultés sociales, d'hypersensibilité. On va parler de décodage d'informations. On va parler de douance, d'un paquet de trucs qui est englobé dans ça. Donc, moi, j'ai fait toute mon enfance différemment des autres, sans savoir pourquoi. Mon adolescence, mon entrée dans le monde des adultes, jusqu'au jour où mon fils Alexis est apparu, a reçu un diagnostic et m'a donné une identité. Mhm. Merci de le partager ouvertement, Éric. Mmh. Je trouvais ça important de le nommer parce que tu fais des grandes choses extraordinaires et tu continues encore aujourd'hui. Et je suis certaine qu'il y a quelqu'un quelque part qui va entendre le podcast, puis ça va l'inspirer, puis va peut-être d'ailleurs plus se comprendre, puisque c'était ça aussi au départ, c'est à travers toutes ces années-là, avant que ton fils ait des diagnostics, toi, tu n'avais aucune idée de ce que tu vivais, mais Ouais. tu le savais que tu étais différent et tu te Oui, sentais à part. absolument. Puis c'est drôle, cette semaine, à travers tous les gens qui m'écrivent, cette semaine, j'étais en lancement pour Jibacoa, pour mon groupe du mois de janvier. Oui. Puis j'ai eu au-delà de 260 messages. Oui. Là-dedans, il y a une femme qui m'écrit, puis je découvre que quand j'étais jeune, je me faisais garder chez elle. Oh, wow! C'est touchant! Je me faisais garder dans sa famille. Puis elle a fait: «Wow, Eric, je te reconnais». Puis là, on a commencé à discuter de l'enfance, puis qu'elle, ce qu'elle se souvenait de moi. Mhm. Puis je lui ai dit, j'ai dit: «Tu sais, je porte l'autisme, mais je ne le savais pas à ce moment-là». Puis elle m'a répondu: «Eric, moi, j'ai une capacité à détecter des choses et j'ai toujours su que tu étais différent». Mm. Donc, il y a des personnes qui percevaient ça dans ma jeunesse, qui n'étaient pas mes parents. Parce que mes parents, j'ai été fils unique jusqu'à l'âge de 12 ans. Mhm. Mes parents n'avaient pas de repère pour dire: ben Eric n'est pas pareil comme Simon. Mhm. Fait que pour eux, c'était correct, c'était Eric qui est comme ça, puis c'est comme ça un enfant. Mhm. Puis, si tu me permets de rajouter, je vais y aller juste de manière générale. Tu as nommé au niveau de l'Asperger et tu as nommé aussi que le TSA. Je reviens encore
en fait, je reviens encore, c'est parce que je le nomme souvent, le livre DSM-5 des diagnostics des troubles en santé mentale. C'est à partir de ce livre-là et les critères qu'on arrive à un diagnostic. Maintenant, dans le DSM-5, le chiffre à la fin, c'est la version du livre. On est rendu à la version 5. Mmh. L'Asperger a été en fait, j'entrerai pas dans les détails, mais je vais y aller plus général. Il y a le TSA, qui est le trouble du spectre de l'autisme. Et là, je fais les bras comme ça parce que spectre, il est très important. Il y a pas de à la base, en fait, il y a pas 2 humains pareils sur la terre, mais en plus, au niveau de l'autisme, il y a pas 2 personnes pareilles. Que ce soit au niveau des symptômes, que ce soit au niveau de Ouais. l'intensité, que ça Mmh. soit à tous les niveaux, c'est différent pour tous et chacun. Donc, d'où l'importance de, ben, premièrement, d'aller consulter pour pouvoir mieux se comprendre, mais de se découvrir, je dirais, en fait, l'essentiel, c'est de se découvrir, de mieux se comprendre soi à travers ça. Parce que là, aujourd'hui, tu nous parles de toi et je trouve tellement que tu es inspirant, mais ça ne veut pas dire qu'une autre personne qui est Asperger vit la même chose exactement comme toi et que ses moyens vont être les mêmes. Ouais. Ni pour ton fils, j'imagine. J'ose imaginer, je ne le sais pas. Est-ce que c'est pareil pour ton fils? On est très différents. Ah bon, donc, c'est voilà, donc et aujourd'hui, on aborde toi, ton vécu à toi, mais une autre personne, ça va être complètement Mmh. différent. C'est sûr qu'il y a des éléments qui sont, Il y a beaucoup de similitudes oui, parce que oui. quand je témoigne de mes épreuves, de mes succès, de Mmh. mes trucs, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans ça, puis c'est normal. Oui, puis c'est sûr que pour justement, pour qu'il y ait l'élément diagnostic, il y a des éléments. Donc, Mmh. au niveau de la Oh, communication, des interactions sociales, ça peut être plus difficile, t'en as nommé. mmh. Mais je ne veux pas entrer dans les détails. Si vous doutez, parlez-en à un professionnel. Le but du podcast, c'est pas de faire un diagnostic non plus, juste de peut-être aider à m'amener de la clarté, mais surtout d'amener de belles inspirations avec ce que toi tu vis. Puis, il y a peut-être des choses à travers ce que tu vis qui vont pouvoir aider puis inspirer les gens avec ce que toi tu as fait à ces moments-là. Puis, tu sais, je trouve ça extraordinaire que de toutes ces années-là, tu sais, tes parents ne savaient pas, mais au-delà de tes parents, Éric, c'était pas quelque chose qui était très connu, ni, tu sais, moi, j'enseigne à l'université, puis c'était pas enseigné il y a 20 ans à l'université. Non, Le, absolument. Puis j'enseigne la j'ai santé mentale. Vas-y, vas-y, si excuse-moi. tu me permets, Ben oui, Mélanie, bien là, sûr, j'ai vas-y. j'ai un souvenir d'une anecdote quand j'étais en 5e année, OK? Vas-y. J'habitais à Sept-Îles, puis on avait un échange scolaire avec Havre-Saint-Pierre, qui est un village, 1 heure et demie plus loin. Donc, nous autres, on partait, on allait 3, 4 jours à Havre-Saint-Pierre et Havre-Saint-Pierre venait à Sept-Îles après, les élèves de là-bas. Fait qu'on était jumelés à un élève, on allait dans sa famille et lui venait dans notre famille. Le professeur avait dit: «On a dressé une liste selon vos points pour jumeler les élèves». Puis moi, j'étais très taquin. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait bien pu faire pour me jumeler avec quelqu'un. J'avais réussi à avoir le dossier pour regarder ce qu'il avait écrit à mon nom. Ça m'a marqué. C'était écrit que je n'étais pas jumelage avec personne. Oh. Donc, pour eux, j'étais une espèce de spécimen différent qui Mhm, n'arrivait pas à jumeler avec quelqu'un. mhm. Il avait marqué, il avait marqué que aussi que je recherchais beaucoup mon identité. Ça m'avait frappé parce que, tu sais, en 5e année, on a quoi? On a 9 ans, 10, 10 ans? 11 ans, 30, 10 Ouais, ans, 11 wow. ans. Fait que déjà à ce moment-là, on parle des années 80, ben, il y a des professeurs qui voyaient que j'étais simplement différent. Ouais. Mais aujourd'hui, tu le prends en riant, puis mais à Ouais, cette époque-là, ça a dû être blessant, Éric, là, ouais, de absolument. tu Ouais. puis petit, c'est tellement important, les amis, les proches, les pères. Parce que tu avais conscience de tout ça, là. Ça devait être Moi, blessant pour toi? en fait, dans mon enfance, il y a quelque chose de caractéristique.
tous mes amis les plus proches étaient des plus jeunes. Parce que je cadrais pas avec ceux de mon âge qui me rejetaient. Mhm. Puis quand j'arrivais, mettons, avec des enfants de 2 ans, 3 ans plus jeunes, mettons, moi j'avais 12 ans, puis eux avaient 9 ans, j'avais un certain charisme qui les attirait. Ça devait être difficile à cette époque-là? Ben, quand on le sait pas. Que ah, tu réalisais pas? Ben, moi, c'est quand on a un Tu as enfant, toujours eu cette joie de vivre-là, Éric? Ou tu es là puis non, tu prends non, les non, choses non? non, non. Non, mais il y a des fois, ça te faisait non, non, hein? Non, parce que, tu sais, à l'âge de 21 ans, dépression majeure après 6 tentatives de suicide. Mmh. Pourquoi? Parce que ça faisait des mois que je vivais de nuit. Les gens, eux autres, vivaient de jour. Moi, je dormais le jour, puis je sortais dans les rues la nuit, puis je me promenais, puis je regardais. À un moment donné, blackout, puis Mmh. j'ai eu besoin d'aide médicale parce que je ne serais pas en train de te parler aujourd'hui. Mmh. Donc il y a tout qu'un parcours puis un cheminement en arrière Ouais, de ouais. tout cela. Mmh. Et je vais juste prendre le temps de nommer pour ceux qui écoutent, s'il y en a pour qui c'est difficile ou qui ont justement des idées suicidaires. Je vais mettre les numéros sous la vidéo, Centre de prévention du suicide. Et n'hésitez pas, ne restez pas tout seul. Si vous vous sentez pas bien, que ce soit au niveau du moral, si vous avez l'impression que vous êtes en dépression, parlez-en, consultez. Et pour les idées suicidaires, s'il vous plaît, gardez pas ça pour vous. Il y a de l'aide, il y a des gens qui sont là et surtout, il y a des solutions, même si vous n'en voyez pas actuellement. Puis si tu me permets, je vais ajouter quelque Bien chose sûr. pour les auditeurs. Il n'y a pas de mauvais moment pour appeler dans ces endroits-là. Moi, je vous en parle, j'ai passé par là à l'âge de 21 ans, puis ça m'a rattrapé un peu plus tard. J'avais peut-être 40, 42 ans. J'étais directeur d'une entreprise, puis je me suis ramassé au centre de prévention parce que je n'étais plus capable. Mhm. Puis on m'a aidé, puis depuis ce temps-là, j'ai repris l'air d'aller, puis je fais même des conférences sur la prévention du suicide, puis j'en parle dans les écoles. Mmh. Merci de le partager, Eric. Et j'ai envie de rajouter, ça prend du courage. Tapez-vous pas sur la tête puis voyez-le pas comme un échec ou que vous n'êtes pas capable. Au contraire, ça prend beaucoup de courage pour demander et en parler. Et Ouais, comme tu dis, attendez pas. Si c'est maintenant, faites-le maintenant. Merci de partager tout ça, Éric, de pas juste partager au niveau professionnel, d'aller te vulnérabiliser puis d'ouvrir sur toi. Je trouve ça, ben, on pourrait en parler longtemps parce que, tu sais, j'ai fait des formations avec le Centre de prévention du suicide de Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est le 02. Puis moi, ce qui m'avait marqué là-bas, j'étais assis avec une dizaine d'hommes de tous les âges. Puis tous ces hommes-là, le problème, c'était leur estime de soi. Ils n'avaient aucune estime d'eux-mêmes. C'était ça le problème. Puis moi, j'arrivais là, puis j'avais une grande estime parce que je me disais, je suis capable de faire ça, je peux faire ça. J'étais, tu sais, j'étais dirigeant d'entreprise, je créais des trucs. Puis là, je m'étais mis comme défi de dire, qu'est-ce que je peux faire pour monter l'estime de tous ces gars-là? Puis dans la réunion de la semaine suivante, j'avais écrit une lettre de ma perception de chacun des participants. Donc, j'arrivais, je me suis assis, j'ai dit aujourd'hui, j'ai quelque chose à lire à Pierre. Pierre, voici ce que je ressens chez toi. Tu es ça, tes forces, c'est ça, ta capacité. Et là, la personne faisait wow. Ça a été ma façon de prendre l'estime de ces gars-là qui étaient à 1 sur 10, puis au moins de la monter à 5. Tu comprends? Éric, c'est extraordinaire. J'ai Ouais, vu puis dans j'étais pas certain, hein, Mélanie. Là, je m'en tape les bretelles parce que je suis fier de ça. Mais 15 minutes dans mon auto, avant de rentrer à cette réunion-là, j'avais les lettres dans les mains. Puis je disais, ah non, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. Puis là, j'ai fait, oui, Eric, vas-y. Puis je l'ai fait. c'est tellement puissant ce que tu viens de partager, là. Mm. Premièrement, juste ça dans la voiture, tu sais,
D'avoir eu le courage de te permettre d'être toi, puis de te lancer, de te Mmh. sortir de ta zone de confort, de te lancer dans le vide, puis d'y aller, de te permettre d'être toi pleinement. Et c'est clairement une force que tu as de voir le beau des gens, de voir leur force et d'avoir pu le nommer. Oh wow, ça devait être Ben, heu vraiment. je pense que ça a été le début de l'éclosion de ma puissance de mentor. Parce que Mhm. j'aime pas dire: «Je suis un coach de» non, j'aime pas ça. Pour moi, le coach, c'est le gars sur la glace avec le sifflet qui siffle: «Hey, fais ça! Hey, tasse-toi de là!» Non, moi, c'est pas ça. C'est je me sens comme un guide. Mhm. Voici, regarde, moi, j'ai traversé tel truc, je comprends ce que tu m'expliques, je te propose cette option-là, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux y aller? Je vais t'accompagner. C'est un peu ça, la couverture de mon livre. Si tu vois, je regarde l'obstacle qui est l'océan. Je confronte pas le regard, je regarde l'obstacle avec la personne. Mhm. C'est ta force, c'est toi ça, Éric. Mmh. Donc, c'est à ce moment-là, lorsque tu es allé en thérapie, déjà ce côté-là de toi, du souci des autres et de ton mentorat a commencé à cet endroit-là. Donc, tu as fait le parcours sur toi, tu as travaillé sur Oui, toi, tu as fait un cheminement sur toi, puis après, tu as démarré ton entreprise Simplement Différent. oui, ça a été pas longtemps après, ouais. Ouais, Mhm, mmh, mhm. absolument. Et de comment, de qu'est-ce de comment qu'on est parti de cette entreprise-là, Simplement Différent, qui d'ailleurs, je tiens à nommer, wow, et toutes mes félicitations, Éric, d'avoir en fait tu as pris ton vécu, ton histoire, tes souffrances, ce que tu as vécu dans l'ensemble de ta vie ou avec toi et ce que dois avoir vécu avec ton fils aussi. J'ose imaginer que ça ne doit pas toujours être facile. Tu n'avais pas de ressources et toi, tu as créé une entreprise par rapport à ça pour aider les gens en te servant de tes forces aussi. Wow, toutes mes félicitations. Et j'ai envie de dire aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais lorsqu'on sent qu'on est différent, qu'on n'est pas comme les autres, mais au contraire, c'est une force, puis de se connaître, puis de connaître cette Exactement. différence-là et cette force-là et de l'utiliser, je crois, c'est ce qui fait qu'on est unique aussi comme personne. Tu en Ben, tu penses-tu? sais, quand j'ai des personnes qui me consultent, je pense à une maman qui avait un fils autiste, ben, qu'elle l'a encore d'ailleurs, là. Mais elle, quelques années après, elle a reçu son propre diagnostic. Puis là, elle lisait ce rapport-là, ben, elle me disait: «Éric, je pourrais plus faire ça, je pourrais pas faire ça. Hey, je suis ça, je pourrais plus». J'ai fait: «Oh, un instant. Moi, je suis Éric Lépine. C'est ça qui me définit comme être humain. L'autisme, c'est une particularité d'Éric Lépine. C'est pas je ne suis pas l'autisme. L'autisme fait partie de moi. Donc, on va travailler ensemble. On va définir premièrement qui es-tu et ensuite on va te propulser à partir de ça. Ça fonctionne tout le temps. Est-ce que avant qu'on aille à l'aide humanitaire, tu veux partager une ou des situations avant que tu aies toutes ces belles forces-là et que tu sois à l'aise avec tout ça, de le partager puis de t'en servir pour aider les gens? Est-ce que tu as vécu des situations, soit toi par rapport à toi ou ton fils, justement en lien avec la différence ou l'autisme, puis que ça a été difficile à ce moment-là et soit partager ce que tu as fait qui a pu être aidant ou aujourd'hui que tu ferais différemment, dans le but justement de pouvoir aider ou inspirer quelqu'un qui entend, qui pourrait peut-être vivre une situation semblable? Ouh là là. C'est une trop grosse question. Non, mais ce qui me vient en tête, on parlait d'enfance tantôt. Oui. Puis moi, à l'école, j'ai été humilié, j'ai été battu, j'ai été, malmené longtemps au primaire, puis au début du secondaire. Donc ça a été excessivement difficile pour moi. Puis plus tard, quand je suis arrivé avec la découverte de la relation de l'homme et de la femme, parce que quand on arrive à un certain âge, à l'adolescence, hop,
Là, ça commence à nous titiller, OK? Mais moi, je n'avais pas la même façon de communiquer et de comprendre la communication. Donc, je me rappelle combien de fois j'ai réussi à avouer à une jeune femme qu'elle me plaisait pour me faire dire qu'elle, elle préférait mon meilleur ami. Oh. Je me l'ai fait dire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Pourtant, rendu à 55 ans, oh là, c'est pas pareil. Là, je suis devenu quelqu'un de oh, je suis quelqu'un qui touche le cœur, je suis quelqu'un d'ouvert, je suis là, c'est ma différence a transformé tout. Mmh. Je suis vraiment désolée de ce que tu as vécu petit. Ça devait être tellement douloureux vivre ça, Oui, absolument, mais je suis en paix avec ça. Puis il faut comprendre quelque chose, c'est que dans l'incarnation que je suis là, Mmh. c'est moi qui ai choisi ce parcours-là pour travailler mes blessures et m'en aller vers ce que je parle dans les écoles, ma divinité. Tu es très en paix, Éric, avec tout ce qu'on parle puis tu partages, hein? Parce que tu me le nommes, puis c'est des situations qui, j'imagine, à ce moment-là, j'imagine, parce que moi qui l'ai vécu, qui étaient souffrantes, Ouais, blessantes, ouais, qui tu devais te sentir seul, oui. j'imagine incompris, mis à Puis part, puis j'imagine que le contraire, tu voulais être avec les gens, tu voulais avoir les amis. Ça pas devait tout le temps. non, pas tout le temps? Ah oui? Pas tout le temps OK. parce que les personnes autistes sont très solitaires. On a besoin Mhm. d'une certaine bulle. Moi, ça a été long avant que j'accepte que des gens rentrent dans ma bulle. Il a fallu que je mette de l'eau dans mon vin, puis j'apprenne à gérer les imprévus parce que j'étais très structuré. Mhm. Mais tu sais, tu parles de souffrance puis de gens qui m'ont fait mal ou des situations qui m'ont fait mal. Je te parlais de mon incarnation. Premièrement, j'ai choisi mes parents pour leurs blessures à eux, qui manifestent envers moi pour me faire travailler. Puis je te jure que je les ai bien choisis. Parce que la première partie de ma vie, ça a été difficile avec mon père. Mhm. Puis une certaine partie de ma vie, ma mère est devenue ma pire ennemie. Ça, c'est pas facile. Puis il y a quelques années, quand j'en parlais, j'étais pas capable d'en parler sans pleurer. Puis maintenant, je vais me servir de ça pour enseigner aux gens, leur faire comprendre l'humiliation, l'injustice, la trahison, etc. Mhm. Et tout ce que tu as vécu, tu sembles tellement en paix maintenant avec tout ça et que c'est des forces de ce que tu te sers aujourd'hui dans ton vécu. Tu sembles beaucoup paisible face à toutes les situations. Oui, je suis en paix avec mon parcours. Je Mhm. suis content aussi. J'en profite, justement, je vais en profiter vu que tu as un podcast Jet Set, là. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont été proches de moi, qui ont passé dans ma vie, Mhm. dont mes partenaires, mes amoureuses, qui m'ont appris puis qui m'ont façonné à où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Parce que j'ai pas fait ça tout seul. Il y avait des gens avec moi qui m'ont aidé. C'est très beau comme message. Beaucoup de reconnaissance, Éric. Mais tu es un homme comme ça. Dans la reconnaissance, l'appréciation, ça aussi, c'est des forces C'est important. qui aident beaucoup. Oui, Ouais. vraiment. Loyauté, reconnaissance, très important. Mhm. Donc, maintenant, si on va à l'aide humanitaire, Oui. comment qu'on est arrivé à l'aide humanitaire? On est arrivé à un moment où Eric était très fatigué d'une très grosse séquence de travail, puis je voulais me reposer. Normalement, je quitte vers Varadero, je ferme mon cellulaire, il n'y a pas de réseau. Mais là, je voulais pas les touristes, je voulais pas les autobus, je voulais pas. Je voulais me connecter à la nature. Parce que les gens qui voient l'image, vous voyez en arrière, j'ai un gong qui est là. Ouais. J'ai des bols tibétains, j'ai des tambours chamaniques, j'ai des flûtes autochtones. Je travaille beaucoup le taux vibratoire. Donc, je cherchais un endroit où je pouvais aller me recueillir puis canaliser l'énergie. Et j'ai découvert Jibacoa, qui est un endroit non touristique,
qui est entouré d'une chaîne de montagnes. Puis je suis allé là en octobre dernier. J'ai eu un coup de cœur. Je suis retourné en décembre, en février, en avril. Puis là, j'y retourne encore en novembre prochain. Puis l'aide humanitaire, ça a commencé du moment où j'ai décidé de donner de l'importance à quelqu'un, de la façon que je vais te raconter. Je sors du resort, il y a une ruelle, une montagne, un fossé. Il y a une dame qui est assise sur un bloc de béton. C'est une mendiante. Je vais m'asseoir à côté d'elle. Je prends mon cellulaire, je lui écris pour traduire en espagnol. Je lui demande: «Qui es-tu?» Elle me répond. Puis là, je lui pose des questions. Puis à mesure que je m'intéresse d'elle, la personne qui était recroquevillée sur elle-même, elle a pris de l'expansion. Pourquoi? Parce que je lui ai donné mon intérêt, puis je lui ai donné de la confiance. Puis à force qu'elle m'a expliqué qui elle était, je lui ai dit: «Est-ce que tu veux savoir qui je suis?» Elle m'a dit: «Oui». J'ai montré qu'est-ce que je fais. Là, elle a fait: «Wow!» J'ai dit: «Maintenant, comment je peux t'aider?» Et on a développé à partir de ce moment-là, on a développé l'aide dans des écoles, dans des casas, des maisons là-bas, les familles. Puis ça, de voyage en voyage, ça l'a agrandi, agrandi, agrandi. J'ai propulsé ça sur le web, dans des groupes privés. Puis les gens m'ont dit: «Eric, c'est mon rêve de vivre ça». OK. J'ai animé 26-27 retraites au Québec. Ça a été des beaux succès. Maintenant, je vais amener des gens là-bas. Je vais les aider à travailler sur ce qu'ils sont comme êtres humains pour augmenter le rayonnement. On va aller poser des actions humanitaires et ensuite, ils vont se régénérer par le repos. Parce que quand on va dans une casa d'une maman monoparentale qui n'a pas mangé depuis 2 jours, on voit des trucs qui font mal. Puis Mhm. on a besoin de ce moment-là pour se régénérer. Parce que je passe des entrevues avec les gens qui veulent venir là-bas, puis je leur dis: «L'aide humanitaire, dans mon cas, ce n'est pas que donner de l'argent, des chaussures, des médicaments, des effets scolaires, c'est donner de qui tu es». Mhm. Donner du temps. Ça Oui, amène les gens de l'importance. mhm, Ouais. à les permettre. En fait, c'est ce que tu as fait avec la dame que tu as Oui, rencontrée en sortant, en arrivant. C'était-tu lors de ton premier voyage là-bas oui, que tu l'as rencontrée? oui. Ce que tu lui as permis, c'est que tu lui as donné un moment, un espace-temps pour lui permettre d'exister. Ben, j'y ai Tu donné t'es de la intéressé valeur. à elle, exact, J'ai tu as donné donné de de la la valeur. valeur parce que Ouais. Mélanie, j'ai vu des trucs là-bas. J'ai vu quelqu'un qui est sorti du resort à un moment donné avec un sac de plastique transparent. Il y avait des brosses à dents, puis de la pâte à dents dans le sac. Puis il s'est approché. Puis là, la dame, elle l'a regardé, elle sait qu'il veut lui donner ça. Mais le monsieur, les gens ne le verront pas, là, ceux qui ne voient pas l'image. Il a tendu le sac, puis il a tourné son visage pour ne pas créer de contact. Il l'a pas regardé. Pas Non, ce qu'il voit sur YouTube. il Que lui a donné. Il lui a donné le sac, il s'est tourné puis il est parti au plus vite qu'il était arrivé. il est allé. Moi, la dame m'a regardé, puis elle a fait elle était stupéfaite. Mhm. Puis là, moi, j'ai réalisé, j'ai dit: «Wow!» Les personnes pensent que: «OK, je vais lui donner de la pâte à dents, elle en a besoin. Ma BA est faite aujourd'hui». Ben, il y a quelque chose que tu as pas compris, Mhm. c'est sûr. C'est l'humain à humain, je crois, hein? Ouais, Le ouais. contact humain à humain. Puis tu sais, dans mon avant-dernier voyage, je me suis dit: «Comment je peux impacter ces gens-là là-bas pour Mhm. leur donner des outils pour qu'ils s'améliorent comme êtres humains?» Mhm. J'ai rouvert mon ordi, j'ai regardé mes modules que j'ai créés pour les retraites au Québec. J'ai une quarantaine de modules qui ont été créés à travers le temps. J'en ai choisi 5, je les ai traduits en espagnol, j'ai adapté les images, j'ai fait un fascicule qui a donné 24 pages, je l'ai imprimé 8 fois, j'ai amené ça là-bas, j'ai donné ça à un mendiant,
une serveuse de restaurant, un professeur, une chanteuse et d'autres personnes de différentes couches sociales. Puis j'ai dit: «Je vais voir qu'est-ce que ça va faire». J'ai été très surpris. Ah ouais? Est-ce que tu peux nous partager, La première chose que les gens m'ont dit: «Éric, t'en as-tu d'autres?» Oh! Ils voulaient le partager avec d'autres, mais ils voulaient garder le leur. Mmh. Puis là, il y en a qui m'écrivaient sur WhatsApp: «Éric, j'aimerais ça comprendre la méditation. Je sais ce que c'est, mais je ne comprends pas comment faire ça. Est-ce que je pourrais méditer avec toi? Est-ce que je pourrais faire du tai chi avec toi? Est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait pour établir ces valeurs d'être humain?» Donc, j'ai eu des questions concrètes là-dessus. Donc les gens, ils ont pas seulement lu pour avoir la connaissance, ils essayaient de l'intégrer puis de le Oui, mettre en oui, pratique. oui, absolument, C'est beau. Ça, c'est des vrais absolument. changements, hein. Ouais, C'est un vrai transfert de connaissances, ça, lorsqu'il y a ouais. un changement comme ça. Mmh, Wow! C'est très puissant ça, Éric, et ça, ce n'est qu'un début. mmh. On verra où est-ce que ça va nous mener. Mais là, toi, tu allais là pour te reposer et encore une fois, tu vois une situation et tu en ressors et toujours le souci de l'autre aussi, hein. Tu as toujours eu ça, le souci de l'autre humain qui a en avant de Ben, toi. moi, il y a quelque chose dans ma vie qui s'appelle la famille simplement différente. Mmh. Les gens qui passent dans mes retraites, dans mes ateliers, dans mes formations, deviennent membres de la famille de simplement différents. Mmh. Puis maintenant, je peux te dire qu'il y a une quinzaine de Cubains qui font partie de la famille simplement différente. Puis Mmh. chaque jour, je reçois des messages sur WhatsApp de deux, trois d'entre eux autres. Pour moi, Cecilio, Lazaro, Yenny, Linnaeus, Giulio, c'est mes frères et sœurs. Mmh. Mmh. C'est très profond comme relation et j'ai envie de te demander, tu es libre de pas vouloir répondre. Tu mentionnais lorsqu'on parlait tantôt que j'ai dit: «Ah, ça devait être difficile quand tu étais jeune, la solitude», puis tu disais: «Ah, mais non, parfois c'est correct parce que tu aimais pas tant le contact, dépendamment des situations ou des personnes, ça peut être difficile. Mmh. La routine, d'avoir des choses préétablies, c'était important». Puis d'ailleurs, ça, c'est un élément souvent Mmh. que les gens aiment le tu sais où c'est que je m'en vais, hein? Là, il me regarde puis il rit. Il y a c'est de manière générale, avec un trouble du spectre de l'autisme, les gens, ils aiment beaucoup la routine, les choses Mmh. prévisibles, Ouais, on sait ce qui s'en la vient. structure. Oui, donc tu as l'air tellement à t'épanouir dans t'en aller là-bas avec rien de préétabli et il y a pas certaines à moins que tu me dises qu'il y a une routine à travers ça, là, mais et le Non. contact humain non, ouais, Mmh. c'est ça. Le Mmh. contact humain, le relationnel, on est complètement à l'opposé, là. Ben, tu sais, en plus, les 2 premiers j'ai fait 4 voyages présentement. Les 2 premiers, je suis allé avec des personnes. Les 2 derniers, je suis allé tout seul. Dont en février pour ma fête de 55 ans. J'étais là-bas, puis j'ai dépassé certaines limites. J'ai dépassé des peurs d'embarquer dans une voiture, puis m'en aller 5 villages plus loin pour aller porter des vêtements à des petites filles. Ça m'a pris 2 jours à me décider, mais quand j'ai dit: «OK, j'y vais», Éric s'est ramassé à San Antonio, l'autre côté. Wow! OK, donc c'est quand même des défis. Ben oui, absolument. Ouais. C'est extraordinaire, Éric! Puis le défi de la langue aussi, parce que Mmh. là-bas, moi, je suis francophone, je me débrouille en anglais, je connaissais pas l'espagnol. Maintenant, je m'en vais dans des villages comme Canassi, où est-ce que tout le monde parle espagnol, puis on se comprend très bien. Donc là, tu parles bien l'espagnol, tu es capable de Non, communiquer non? Mais tu je communiques. communique par mon énergie Ah, ils réussissent et à te la personne va me parler. Il y a des similitudes de mots espagnol-français donc vous arrivez qu'on à vous comprendre. comprend, mais le premier contact, c'est quoi qui est important quand tu veux parler à quelqu'un? Est-ce que cette personne-là est safe ou est nocive?
Moi, j'arrive là, les gens me regardent, ils font: «Wow, c'est qui ça? Pourquoi il y a une flûte dans les mains?» Les gens s'approchent, je joue de la flûte, Ouais. les gens s'approchent: «Wow, qu'est-ce que c'est?» Le contact qui est créé. Mmh. Mmh. Mais je trouve ça incroyable, Éric, que malgré tes défis qui restent là, tu vas au-delà de ça. Comme là, d'aller porter le linge aux petites filles, ça t'a pris 2 jours Mmh. d'indécision à pas savoir, puis tu as fini par te dépenser toi-même, à sortir de ta propre zone de confort pour aller le faire parce que ça reste tous des défis. Donc c'est pas disparu tout ça. Tu apprends, Oui, parce que vas-y. une personne autiste a besoin de repères, Mmh. des repères visuels. Mmh. Tantôt, je te parlais de Varadero. Je vais à Varadero, je le vois tout dans ma tête. Je le sais comment c'est fait, je sais ce que je vois, si je vois par là, c'est ça. Mais à Jibacoa, c'est pas ça. Puis là, je savais qu'il y avait des petites filles qui étaient sourdes et muettes, qui étaient à San Antonio, que quelqu'un me rapportait ça. Mais là, j'essayais de trouver c'était où San Antonio, puis j'arrivais pas à le visualiser. Puis là, je m'informais, mais j'avais de l'information en espagnol, que je comprenais pas tout. Puis là, je me disais: «OK, je suis tout seul. Comment ça va me coûter partir là-bas?» Là, j'ai trouvé quelqu'un. Il me dirait que je vais te charger 50 US. Je vais t'amener là-bas. Je vais t'attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je vais te ramener. OK. Ils dit: «On y va-tu?» Non. Là, je suis parti. Là, j'arrivais à ma chambre, je me suis déposé. OK, je suis prêt, j'y vais. J'ai texté le gars. Il est venu me chercher. Je suis allé. J'ai vécu tout ça. Je suis revenu. Je venais d'agrandir mon espace. C'est extraordinaire. Félicitations. De prendre, en fait, tu penses beaucoup aux gens, mais tu penses aussi à toi et tu respectes ce que tu vis. Et je trouve ça tellement inspirant. Donc, on peut aller au-delà de nos propres défis ou nos propres peurs, nos propres limites, puis de se dépasser. C'est exactement ce que tu fais. Et je trouve ça génial que tu le partages ouvertement. Y a-tu une autre, avant qu'on s'arrête, y a-tu une autre situation que tu aimerais partager, justement, ou un impact que tu as vu que ça le fait d'aller là-bas? Ben, des impacts, je le vois dans les yeux des gens. Parce que mes 4 premiers voyages, ça m'a Mhm. coûté au-delà de 9 000 que ça Mhm. m'a coûté à moi. Mais quand je pense à des touchés, à des regards, à des soupirs, Ça n'a ça pas de vaut prix. non, Mhm. absolument pas. J'ai vu ici au Québec, tu sais, je fais des formations, je coach les gens me payent pour ça, ils sont contents, ils sont reconnaissants. Mais là-bas, je le donne, puis les gens voudraient me donner tout ce qu'ils ont malgré qu'ils ont rien, mais ils me donnent ma raison d'être. Mhm. Je pense que c'est la meilleure façon de l'expliquer. Mhm. Mmh, Tu es très inspirant, Eric, et ça démontre à quel point tout est possible. On peut tout faire, on peut tout accomplir. mmh. Et j'ai envie de te demander, avant qu'on termine, je j'ai envie, si on pense à quelqu'un qui écoute puis qui croit peut-être qu'il fait partie il y a un diagnostic du spectre de l'autisme ou qu'il ne sait pas ou qui doute ou qui a un moment difficile, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais partager présentement? Ben, en fait, la 1re étape, c'est l'acceptation. Accepter qu'on est différent, qu'on soit n'importe quel diagnostic, notre différence est importante. Chaque être humain est important. Chaque être humain est là avec son défi puis sa raison d'être. Quand on comprend ça, il y en a plus de barrière. Merci, Eric. Merci de tout mon cœur pour les partages et merci pour tout ce que tu fais, toutes les différences que tu fais, pas juste avec l'aide humanitaire, depuis le début de tout ce que tu partages. Je reviens, je pense, le début, je dirais, lorsque tu avais été toi-même consulté, tu as Mmh. apporté à chacun des gens qui étaient présents, ce que tu Ouais, voyais. ouais. Déjà, tu faisais une différence dans la vie des gens. Je vois encore la surprise
dans les yeux des gars. Je me rappelle d'un gars qui s'était mis à pleurer parce qu'il m'avait dit: «Éric, c'est comme ça que tu me perçois?» Puis je lui ai dit: «Oui». Donc lui, il se percevait comme une poubelle, puis moi, je voyais toutes les belles qualités, puis tout ce que je pouvais reconnaître de cet être humain-là. Ça fait des beaux moments. Le gars s'appelait Pierre, puis j'y avais même donné une job dans mon entreprise. Ah oui! C'est vrai le pire. Mais bonjour Pierre! Mais merci Éric. En fait, merci d'être qui tu es, puis merci de faire la différence que tu fais et merci d'être venu sur le podcast partager. Et je retiens surtout que on est tous différents et que notre différence, c'est ce qui fait notre force d'ailleurs. Ah oui. Puis oui, il peut y avoir des moments difficiles, oui, il peut y avoir des moments que c'est souffrant, mais lorsqu'on apprend à bien se connaître et à, j'ai envie de, pas de dire gérer, mais s'amuser avec la vie et les situations avec notre différence, on peut créer de belles grandes choses comme tu fais, comme tu as toujours fait et que tu continues de faire, Éric. Tu sais, les 2-3 premières années d'existence de Simplement Différent, toutes les vidéos, les conférences, les entrevues que je faisais, je terminais ça comme ça. Je disais aux gens: «Je suis simplement différent. Vous êtes simplement différent». Hmm, j'adore. On s'arrête là. On termine comme ça. C'est tellement beau. Merci, Éric. Je rajoute rien sur ça, à part mes deux questions de la fin. Good, je t'écoute. Ah, ma première question, quel est ton petit bonheur, ton ou tes petits bonheurs? Un de mes principaux moteurs, bonheur, c'est quand je suis assis sur mon moteur, justement, qu'on appelle une moto. Là, c'est la liberté, ça me permet de décrocher, de sentir la puissance de la machine, le soleil, l'air pur, et cetera. Ça, c'est un grand bonheur pour moi. Hmm, ça donne le goût d'aller se promener en moto. Mmh. Et la dernière question, que signifie l'authenticité pour toi? L'authenticité, c'est d'être qui on est à tout moment. Puis les gens vont comprendre ce que je vais dire là. Quand j'ai commencé à travailler sur le web, moi, en 2017, les gens riaient de moi. Eric, tu penses-tu que tu vas réussir à gagner ta vie en faisant ça? Puis quelques années après, avec tout ce qui s'est passé, vous savez comment ça vient. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnages sur le web qui projettent quelque chose qu'ils n'incarnent pas réellement. Merci pour ce partage et ce moment ensemble. J'apprécie énormément et merci pour ce partage et ce moment ensemble. J'apprécie Plaisir. énormément.